j'ai le plaisir ce soir d'ouvrir notre cycle de conférences pour cette année 2026. Donc, un cycle de conférences pour les collègues d'histoire-géographie de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Et donc, nous accueillons ce soir Monsieur Dominique Barbe, qui est maître de conférences honoraire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et qui est également considéré comme le spécialiste français de l'histoire du Pacifique, notamment de la période pré-contact 10e, 18e siècle. Donc, cher Dominique, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir répondu à ma sollicitation très rapidement et positivement pour nous proposer ce soir une conférence autour de votre ouvrage qui est sorti au mois d'avril. Donc, dans la collection Mondes anciens sous la direction de Joël Cornette chez Belin, et votre ouvrage qui s'intitule L'Océanie ancienne, de Maui à Kamehameha Ier, dernière glaciation début du 19e siècle. Donc, je vous remercie beaucoup, Dominique, et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci à vous, Isabelle. Merci à tous d'être venus. Merci aux techniciens d'avoir résolu le problème technique. Bon, je vous remercie. Donc, Isabelle m'a demandé de présenter cet ouvrage, les conditions de sa rédaction. Alors, ce que vous m'avez dit, là, ce que vous avez dit aux collègues, le spécialiste français de l'histoire du Pacifique, c'est comme ça que les éditeurs m'appellent, mais il faut bien voir qu'il y a une promotion derrière ça, hein. Bien évidemment, je ne me considère pas comme l'unique spécialiste du Pacifique, même si j'ai déjà écrit une histoire du Pacifique, et que cet ouvrage donc a été réalisé sous la direction de Joël Cornette dans une collection extrêmement prestigieuse qui m'a ouvert plein de portes. Donc, c'est un ouvrage qui a longuement mûri, n'est-ce pas? Il faut dire les choses en face. En fait, si j'ai réfléchi quand j'avais commencé à vouloir écrire cet ouvrage, ça date de 2016. C'était un colloque de médiévistes, puisque je suis médiéviste, sur les mondes globaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire une communication. Mais comme c'était le Moyen-Âge, j'avais traité que la période 800-1800, grosso modo, puisqu'on ne peut pas s'arrêter comme au XVe siècle, comme on le ferait en Occident. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé des problèmes sur la chronologie. Et je dois dire que j'ai rencontré un ouvrage, enfin un auteur américain, Patrick Nunn, qui a écrit un énorme pavé sur l'histoire des climats. Et cet ouvrage m'a inspiré la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Pacifique, on ne peut pas prendre effectivement la chronologie européenne. On doit effectivement suivre une autre chronologie et celle-ci m'a été fixée par les mouvements de réchauffement et de refroidissement climatique qui, comme vous le savez, ont une durée de 250 à 350 ans, grosso modo. Et donc, ça m'a permis et qui sont particulièrement sensibles dans le Pacifique, puisque nous sommes devant une masse d'eau, une masse effectivement océanique, qui automatiquement les vents changent, les courants changent, et ce qui était possible avant n'est plus possible. Et c'est ainsi que s'explique un certain nombre de phénomènes sur le peuplement du Pacifique. Alors, je continue avec cet ouvrage parce qu'en fait, quand vous écrivez un ouvrage comme ça, vous êtes obligé de passer par les règles de l'ouvrage, puisque vous savez, si vous les connaissez, que ces ouvrages ont toutes la même forme. C'est-à-dire effectivement des cartes, une chronologie, une courte bibliographie, de préférence en français, enfin. Et puis, donc, une partie énorme qui est sur le contenu, ce qu'on peut faire comme synthèse sur le contenu, et puis à la fin, il y a ce qu'on appelle l'atelier de l'historien, c'est-à-dire 2 ou 3 ateliers qui parlent des problèmes méthodologiques, en particulier ici, c'est le problème des sources, et puis qui parlent de pistes qui ont été pas forcément évoquées, mais qu'il serait bon de développer. Alors, ces ateliers-là sont plutôt à destination des étudiants pour leur donner des idées de thèse ou des idées de travaux universitaires, parce on en aurait grand besoin. Donc, voilà donc la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut discuter de ce que c'est que l'Océanie. Hein, évidemment, là, les choses. Alors, vous savez tous que l'Océanie, c'est très gentil, mais c'est à la fois la définition du Mont d'Urville et à la fois d'autres définitions qui se sont surajoutées par la suite.
hein, mais qui n'ont jamais été satisfaisantes. Donc finalement, on garde plus ou moins la définition du Mont d'Urville. Donc j'ai repris la définition du Mont d'Urville à la demande de Joël Cornette. Alors ça veut dire qu'en fait, effectivement, il y a l'insulinde qui est traité dans cet ouvrage, et puis l'Australie. Alors, c'est intéressant pour l'insulinde parce que l'insulinde, qui est mal connue généralement des programmes et puis des ouvrages français aussi, ce sont les mêmes peuples. C'est des peuples austronésiens qui sont venus les peupler. Ce sont des peuples avant les Austronésiens qui ont peuplé de Sunda à Saoul, qui ont traversé la Voie lacée et qui effectivement se sont retrouvés à peupler ce qui va devenir par la suite l'Australie euh, et la Nouvelle-Guinée. Donc c'est effectivement c'est un ouvrage qui peut être contesté déjà sur sa définition de l'Océanie. Je rappelle quand même qu'on a l'histoire de l'Océanie ancienne, proche et Océanie lointaine, qu'on a essayé de substituer, n'est pas satisfaisante non plus, puisque l'Océanie proche, ça serait quelque chose d'assez petit au point de vue de la surface, et l'Océanie lointaine très grand, puisque l'Océanie proche et l'Océanie lointaine, la frontière est très nettement marquée par des phénomènes physiques de pauvreté de la flore et de la faune d'un côté et au contraire de richesse de l'autre côté. Et ça s'arrête grosso modo au sud de Salomon. Hein, l'archipel Santa Cruz n'en faisant même pas partie. Donc c'est pour ça qu'on garde cette analyse. Alors donc là, qu'est-ce qui fait l'unité de cet ensemble? Aborigènes exclus, bien évidemment, parce que les aborigènes n'ont pas les mêmes préoccupations de par leur milieu, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez cet ouvrage, vous allez voir que le monde aborigène est traité en chapitre 2, hein, et puis après on n'en parle quasiment plus. Donc, c'est parce que c'est un monde à part, mais le reste, c'est la mer. Hein. Ce qui va faire l'unité de ce monde, c'est la mer, c'est le rapport des hommes à la mer. Et c'est justement là que c'est intéressant, quand on vit en Calédonie, de remettre dans le circuit, si j'ose dire, le monde indonésien, parce qu'effectivement, dans le monde indonésien, vous avez ce qu'on appelle les nomades de la mer, qui ont les mêmes pratiques de navigation que les Polynésiens, que les Micronésiens, qui vivent sur l'eau. Alors eux, il y en a même certains qui vivent complètement sur l'eau. Ils naissent sur l'eau, ils meurent sur l'eau, ils habitent sur l'eau. Ils n'ont pas de terre. Hein, ce sont des anglotes, comme on dit, les bajots en particulier. Ils ont même développé pour les bajots des aptitudes particulières au niveau physique, puisqu'ils sont capables de plonger et de rester en plongée pendant pas mal de minutes, de quinzaines de minutes. Hein, donc effectivement, ce sont des gens qui sont totalement adaptés à la mer. Et on va retrouver donc cette idée que la mer unit plus qu'elle ne divise. C'est pas une idée, c'est un fait. La mer unit plus qu'elle ne divise. Et c'est ce qui va faire effectivement l'unité de l'air, de la superficie qui est envisagée dans cet ouvrage. Alors, l'autre chose, c'est qu'effectivement, vous avez, à partir des années 67 000, 66 000 avant Jésus-Christ, un début de migration qui part de l'Asie dans des conditions tellement différentes des nôtres qu'on a à peine à imaginer comment ça se passe. Mais ces gens qui partent d'emblée, dès le départ, ils partent premièrement par petits groupes. C'est jamais des migrations, genre les migrations barbares telles qu'on les imaginait dans les livres de la Troisième République. Ça n'existe pas. C'est un ou deux bateaux. Ça ressemble plutôt, toute proportion gardée, à des boat people, si j'ose dire, hein, sauf que les bateaux sont moins pleins. C'est-à-dire qu'on part avec effectivement l'idée qu'on va peut-être s'établir là-bas, donc on part avec un certain nombre de choses qu'on connaît, en particulier des plantes, des animaux. Et puis, là, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va partir vers des lieux qu'on imagine être des lieux qu'on va connaître très rapidement parce qu'on a observé un certain nombre de phénomènes. Il est particulièrement sûr que les hommes qui ont traversé la Voie lacée avaient observé, par exemple, cette migration d'oiseaux qui existe encore, qui sont des oiseaux qui partent de Sibérie chaque année et qui viennent nicher dans le top end australien, la région de Darwin, hein, et qui refont le voyage de l'autre côté. Et donc, en observant ces oiseaux, ils pouvaient être sûrs que quelque part, au-delà des îles qu'ils voyaient, il y avait une terre,
hein, et donc ils pouvaient s'établir comme ça. Et ça va jouer un grand rôle. C'est-à-dire que ça va rester une constante. C'est-à-dire quand les Austronésiens, à leur tour, vont apparaître dans la région, quand ils partiront d'abord en fixant des repères stellaires, et puis deuxièmement, ils partiront avec l'idée qu'il y a quelque chose de plus loin, quelque chose qui est une Terre plus loin, parce qu'effectivement, on va très souvent observer d'ailleurs le vol des oiseaux. Hein. Il y a dans mon livre, je parle de tous ces oiseaux qui effectivement s'aventurent plus ou moins loin, qui, lorsqu'ils sont adultes, s'ils s'aventurent loin, ça veut dire que la Terre n'est pas loin, parce qu'un oiseau ne s'aventure jamais très loin de son nid, il est capable de revenir. Donc ça veut dire qu'effectivement, par là, il y a quelque chose, il y a une Terre, et donc on peut y aller. Hein. Alors on n'y va pas d'emblée pour s'installer, on y va parce qu'effectivement, on est en campagne de pêche, on est quelquefois un peu perdu, et donc on regarde, et puis on va voir, et puis finalement c'est pas mal, donc on repart, et on garde mais en mémoire l'étoile qui est au zénith de l'île. Hein. Et cette étoile qui est au zénith de l'île va permettre de repérer par la suite l'île, puisque effectivement la navigation dans cette région-là, que ce soit chez les Indonésiens, les gens de l'insulinde ou plus tard les Polynésiens, les Micronésiens en particulier, se fait avec ces étoiles. Et alors là, c'est là qu'on retrouve quelque chose de particulier avec les aborigènes, parce que les aborigènes ne sont pas des marins, mais ils se déplacent aussi dans l'immensité du continental et souvent désertique avec les étoiles. C'est-à-dire que ce chemin des étoiles joue un rôle extrêmement important. Donc, je passe effectivement pas mal de temps à décrire ça dans le livre. Je passe aussi pas mal de temps, vous vous en doutez, à parler des Austronésiens, avec effectivement cette idée que les Austronésiens vont créer dans l'archipel Bismarck, à la rencontre de populations papoues qui sont là, une civilisation qu'on appellera le complexe Lapita, certes, mais ce complexe Lapita, il n'y a pas que ça. Hein. Et finalement, le complexe Lapita va durer un certain temps, pas plusieurs siècles, mais pas si longtemps que ça, puisque très vite, les gens qui sont établis perdent l'habitude de faire ces poteries qui n'ont aucune utilité sauf pour des cérémonies. Hein. Le cimetière de Te Auma dans la région au Vanuatu a bien montré que c'était effectivement des poteries funéraires la plupart du temps. Ces gens vont effectivement vont pratiquer d'autres commerces. Et parmi le commerce le commerce, les échanges qui ont une grande importance aujourd'hui, parce que maintenant on arrive à dater, à voir exactement la provenance, c'est l'obsidienne. Hein. L'obsidienne qui effectivement, quand on trouve une lame d'obsidienne, eh bien on peut dire qu'effectivement cette lame d'obsidienne, par sa composition chimique, vient de tel volcan. Et c'est ainsi qu'on sait, par exemple, que les Austronésiens établis, donc les premiers Lapita établis dans les îles Bismarck, commerçaient jusqu'en Calédonie. On a retrouvé des lames d'obsidienne en Calédonie, au Vanuatu, bien sûr, mais aussi de l'autre côté jusqu'à Bornéo. Donc, effectivement, vous voyez, c'est cet ensemble géographique qui est très intéressant. Alors, arrive le moment où, effectivement, la vague de peuplement Lapita, si j'ose dire, s'arrête, hein, au plein centre du Pacifique, grosso modo aux îles Samoa, Tonga, un peu Fidji, donc dans ce triangle formé par ces îles. Alors pour quelles raisons? Très certainement parce que les conditions climatiques ont changé. Les conditions climatiques ont changé, donc les vents sont moins porteurs, les courants se sont inversés, donc c'est beaucoup plus difficile d'accès. Et commence ce qu'on appelle chez les anglo-saxons les dark edges, c'est-à-dire les âges sombres. Alors il faut bien voir que c'est des âges sombres pour nous. C'est pas du tout des âges sombres pour les hommes qui la vivent. Ce sont des âges sombres pour les historiens, pour les archéologues, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Seulement, on sait qu'il se passe quelque chose, parce que, par exemple, c'est l'époque où la navigation va certainement connaître de grandes mutations. C'est l'époque où apparaît la pirogue double, par exemple. Hein. Donc la pirogue double, pardon, apparaît à ce moment-là, et elle va jouer un rôle important quand on va pouvoir aller au-delà. Alors, quand va-t-on pouvoir aller au-delà? C'est vers, grosso modo, l'époque de Charlemagne, hein, c'est-à-dire effectivement quand le Moyen-Âge occidental et toute la Terre de façon générale passe dans une période de réchauffement climatique. Une période de réchauffement climatique qui est lente, hein, d'abord au début,
et puis qui s'accélère et qui va permettre aux hommes de continuer leurs aventures vers les îles lointaines, la Polynésie en particulier, la Polynésie jusqu'à Hawaï, jusqu'à l'île de Pâques. Hein. Je n'ai pas parlé de Rapa Nui dans mon livre parce qu'effectivement, Rapa Nui est une appellation tardive. C'est les habitants de Rapaïti à l'époque coloniale qui l'ont appelé Rapa Nui. Et donc, c'est ensuite d'aller jusqu'en Amérique, puisque maintenant, le toucher, la présence polynésienne en certains lieux de la côte américaine ne fait aucun doute, ne serait-ce que, vous le savez, par le fait de la diffusion de la patate douce, Kumara, hein, en quechua, et qui va même garder son nom dans tout le Pacifique. Et dont la plus ancienne trace date du XIIe siècle dans les îles Cook. Mais il peut être probable que c'était déjà diffusé bien avant. Donc c'est effectivement, c'est ça, cette histoire liée au climat, cette histoire de peuplement. Donc on est devant des populations qui bougent beaucoup, hein, qui vont découvrir, qui vont aller jusqu'en Amérique, bien avant Christophe Colomb, hein, parce que le premier touché finalement date sans doute du 10e, 11e siècle, hein, c'est dans la foulée que ça se fait. Hawaï, les Hawaïens touchent la Californie, grosso modo, les premiers vers le 12e, 13e siècle, hein, ils y retourneront au 15e siècle. Alors l'histoire d'Hawaï est bien connue parce que les récits oraux était récité par donc une caste de prêtres, hein, et cette caste de prêtres s'est convertie et est devenue protestante. Ce sont devenus des pasteurs protestants. Et donc ces pasteurs protestants, bien généralement, ils ont écrit ce qu'ils racontaient au début du XIXe siècle. Donc on a des chants, hein, entièrement écrits. La reine Luluakalani, à la fin quand elle a été déposée par les Américains, a continué cette œuvre. Hein. Donc on a pas mal de chants, et ces chants nous permettent de reconstituer des chemins, hein, des routes vers la Californie, comme ça nous permet de voir que Tahiti, l'île de Tahiti et les îles d'Hawaï étaient en relation assez fréquente avec des chefs, des lignées de chefs qu'on retrouve des deux côtés de la mer, si j'ose dire. Alors, donc, c'est cette histoire que je raconte aussi dans ce livre qui occupe beaucoup. Alors, ces mouvements de population, ils touchent aussi l'insulinde, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de mouvements. Alors, dans l'insulinde, il y a deux parties. Hein. Il y a la partie qui est proche du continent asiatique, la partie qui est proche du continent asiatique et qui va effectivement connaître des marchands indiens, des marchands chinois, etc. Donc là, il y a une espèce de symbiose qui va se faire. C'est là, et d'où naîtra finalement une civilisation que vous connaissez, puisque vous connaissez tous Borobudur en particulier, qui est le symbole de cette civilisation indienne exportée vers l'insulinde, avec des royaumes relativement puissants. Et puis, très vite, on va s'intéresser aux îles plus lointaines, puisque là, vous avez des îles, les îles des Moluques, qui sont extrêmement riches au niveau épices. Et là, le commerce des épices, il commence très tôt, hein, puisqu'on a effectivement des épices depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ dans un palais syrien. On a retrouvé des clous de girofle qui déjà devaient être utilisés pour le mal de dents, puisque très vite, on s'est rendu compte que c'était tout à fait efficace pour le mal de dents. Donc, c'est donc un monde à part, avec quelque chose qui va être très différent là de la Polynésie, par exemple, ou même de la Calédonie, c'est que les populations qui arrivent ne restent sur le littoral. Et elles repoussent à l'intérieur les populations préexistantes. Alors que dans la Mélanésie et surtout en Polynésie, par exemple, en Micronésie c'est moins net parce qu'effectivement les îles sont plus petites, les populations qui arrivent, elles trouvent personne ou elles trouvent pas grand monde et elles vont effectivement laniérer l'île. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont garder l'idée qu'effectivement, il faut un peu de mer, le littoral et puis une bande de terre qui offre tous les écosystèmes possibles de l'île jusqu'au sommet de la montagne. C'est ce qu'on trouve par exemple très nettement, on le voit très nettement par exemple à l'île de Pâques, où chacune de ces populations a construit initialement un marae sur lequel ils ont mis les ancêtres, les Moai, qui regardent non pas la mer mais la terre, justement cette lanière
hein, et qui effectivement correspondent chaque mois correspondant à un groupe différent, avec un chef différent, pendant un certain nombre d'années. Alors, cette façon de concevoir l'espace bien, va favoriser effectivement les petites chefferies qui ne se connaissent pas forcément, hein, qui ne se connaissent pas forcément et qui s'ignorent et quelquefois qui se combattent. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout. La seule chose, c'est que avec le temps, donc premièrement, le commerce, je parle de commerce plus que d'échange parce que c'est véritablement par moments des routes commerciales, des échanges qui se font les uns avec les autres. On parle de cycles, le cycle du Saveil, le cycle de la Cula, etc., qui sont extrêmement codifiés, qui permettent d'aller chercher dans l'île d'à côté ou dans les îles plus lointaines des denrées dont on a besoin et de les échanger avec des denrées qu'on produit. Eh bien, cette période, donc toute cette période-là, fait que ces îles, ces archipels vivent assez ouverts, et ce, malgré finalement la fermeture du Pacifique liée à l'entrée dans le petit âge glaciaire. Hein, ça va survivre. Le petit âge glaciaire commence brutalement dans le Pacifique. Il commence à la fin du XIIIe, début XIVe. Donc là, on commence à avoir un niveau d'eau qui va baisser, tout simplement parce que les calottes glaciaires gagnent sur la mer. Ces calottes, le niveau de la mer, de façon moyenne, de l'océan Pacifique à la fin du règne de Saint-Louis, hein, c'est-à-dire ce qui correspond justement à l'entrée dans le petit âge glaciaire, donc dans les années 1280-1290, 1270, puisque Saint-Louis est mort en 1270. Donc on est effectivement devant un niveau de mer qui est plus élevé que maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant de voir que finalement, quand on parle de la remontée du niveau de la mer, on pourrait dire aussi que la mer revient au niveau qu'elle avait actuellement et qu'elle va engloutir Tuvalu et compagnie, puisque ces îles sont apparues après. Hein, et donc, cette entrée se fait brutalement parce qu'en même temps que le changement de tendance, il y a un certain nombre d'éruptions volcaniques extrêmement importantes. Alors, j'en ai parlé dès le départ des éruptions volcaniques, mais celles-ci sont particulièrement bien illustrées. C'est celle de 1257 à Lombok, c'est celle de Kouaï en 1452, très bien documentée maintenant, hein, grâce aux calottes glaciaires, grâce aux archives multiples et variées, parce que nous sommes devant des méga-éruptions. Et le propre d'une méga-éruption, c'est d'avoir des effets planétaires. Donc, on a partout des effets de ces éruptions. Ça s'accompagne effectivement de mouvements tectoniques intenses et de tsunamis. Et le XVe siècle, c'est vraiment le siècle des tsunamis, en Nouvelle-Zélande en particulier. Hein, on a des tsunamis avec une fréquence. Dans mon livre, il y a effectivement un schéma sur ces tsunamis. Enfin, c'est un diagramme qui montre la fréquence des tsunamis. Certains sont de très grande ampleur, 18 étages hein, actuels. Donc, vous voyez, c'est vraiment une vague qui déferle et ça va provoquer, par exemple, si on reste chez les Maoris, jusqu'à présent, les Maoris qui sont là pas depuis très longtemps avaient des relations avec les îles polynésiennes, hein, avec les îles Cook en particulier, d'où ils viennent, avec les Australes. Et puis là, tout d'un coup, ça s'arrête. Ça s'arrête. Hein, alors, c'est très bien daté aussi parce que quand il y a un tsunami, c'est bien un tsunami parce que ça couche les forêts. Les forêts sont toutes couchées du même côté, parallèlement, enfin perpendiculairement au littoral, et donc on voit des forêts entières hein, fossilisées, et puis là, on peut faire une analyse justement de l'époque où ça s'est passé, de l'âge des arbres, etc. Donc c'est parfait hein, pour l'archéologue. Et donc cette période, ça va être extrêmement dur. Hein, les Maoris perdent tout, leurs jardins, leurs maisons, leurs vies, leurs bateaux, enfin tout. Et donc il y a d'abord une montée des Maoris vers un habitat plus haut. Hein, et donc les premiers pas, très certainement, les premières forteresses que vous connaissez si vous avez été en Nouvelle-Zélande, datent de cette époque-là. Et puis, surtout, ils sont obligés de se nourrir avec ce qu'ils trouvent. Donc, ils ont gardé des patates douces, mais ça ne suffit pas. Donc, ils mangent les fougères. Puisque la fougère, quand elle est petite, la crosse de fougère
devient un aliment absolument indispensable. Et de cette époque, ils ont certainement gardé l'idée que la fougère était nourricière, que la fougère c'était important, etc. Et du coup, l'art maori va apparaître à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, dans mon livre, j'en parle, hein, il y a toute le seul véritable linteau qu'on ait retrouvé, qui date du XIIIe, XIVe siècle, qui est vraiment un linteau polynésien. On l'a retrouvé dans le nord, et ben, c'est tout à fait comme dans les îles australes. Puis petit à petit, on voit effectivement cette forme de volute qui apparaît et qui se développe, hein, et qui effectivement devient quelque chose que vous connaissez dans l'art maori. Donc il y a un souvenir finalement de cette époque tragique, hein, où les Maoris ont été obligés de survivre de façon, et puis à une flopée enfin, à une récurrence de tsunamis, puisqu'il y en a une quarantaine sur une période de 100 ans. Donc, donc, vous voyez, on entre dans le petit âge glaciaire. À ce moment-là, effectivement, les pointes du triangle polynésien vont se retrouver isolées. Et donc, l'archipel d'Hawaï, l'île de Pâques et le monde maori vont se développer en vase clos. Et puis les autres vont rester plus ou moins en communication. Il n'y a plus de voyage vers l'Amérique, c'est terminé. Les seuls voyages que font les Polynésiens et les Micronésiens, c'est le retour. Hein, ils vont, c'est plus facile d'aller vers la Mélanésie, donc ils vont vers la Mélanésie et ils vont effectivement atteindre la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Hein. Donc, je donne un certain nombre d'exemples et transformer finalement, puisqu'ils sont plus structurés, transformer très certainement les systèmes de chefferie, ou du moins accentuer ce qui s'est passé, ce qui était en train de se passer, puisque depuis le début du complexe culturel kanak, on a des chefferies qui effectivement deviennent de plus en plus structurées, surtout sur la côte Est, hein, avec effectivement un art. Hein. Et l'art est importante parce que quand on commence à avoir des œuvres d'art comme les chambranles, comme les flèches fêtières, etc., ça veut dire qu'effectivement, on a de quoi, le chef est suffisamment puissant pour extraire du groupe un agriculteur ou plusieurs agriculteurs qui deviennent des sculpteurs, et donc il faut que les autres les nourrissent. Donc ça veut dire que la pression est de plus en plus forte. Et en Polynésie, c'est encore plus marqué, puisque là, non seulement vous avez des sculpteurs, vous avez des hommes qui savent faire des pirogues, etc., donc des spécialistes, Taunga, des gens qui sont effectivement, mais vous avez aussi des guerriers. Hein, et donc on va dans la société polynésienne vers une société qui est de plus en plus une société guerrière. Alors, ce qui ne veut pas dire que les premières chefferies structurées datent simplement de cette époque-là. On a des exemples de chefferies structurées bien avant. On en a un qui est assez mal connu dans le Pacifique parce que c'est sur une petite île de Micronésie, c'est Nammadol, hein, c'est le pays de la dynastie des Saudeleurs, c'est-à-dire effectivement qui ont une capitale, Pompéi, hein, qui est construite sur la mer, qui est une île artificielle avec des blocs de basalte qui sont tout à fait surprenants, hein, donc des rondins de basalte. C'est Saudeleur, c'est Saudeleur, Déléour, comme on devrait dire. Mais enfin, les Français prononcent Saudeleur parce que ça s'écrit SAU. Hein. Donc, les Saoud et Laour, donc, ils vont effectivement assurer une puissance importante sur l'île, mais aussi sur les autres îles autour. Alors, on peut se poser la question de pourquoi. On pense avoir trouvé la réponse, parce qu'effectivement, ils sont très présents déjà sur leur île. Ils exercent une coercition relativement grande sur les agriculteurs horticulteurs, et ceux-ci donc sont obligés d'augmenter leur productivité et donc de faire des sélections de plus en plus précises d'arbres, et en particulier de l'arbre à pain. Et ils vont mettre au point une variété d'arbres à pain résiste à l'eau de mer, hein, et qui se développe avec un sol avec une certaine salinité. Et donc ça va intéresser effectivement tous les petits îlots de Micronésie qui vont effectivement venir à Pompée, qui vont plus ou moins se mettre en état de subordination vis-à-vis du Saoudeleur, et puis qui vont effectivement former cette espèce d'empire, alors entre guillemets, hein, puisque les empires, c'est pas des empires, mais c'est des réseaux avec un chef prédominant, un groupe prédominant.
qui règne plus par son aura, son mana, hein, c'est parce qu'il faut employer ça comme ça, son mana, que par les armes. Il n'y a pas d'expédition, c'est très rare les expéditions punitives, ça va exister à Hawaï à la fin de la période, mais de façon générale, la puissance du chef suffit, il terrorise, et on a un autre empire dont on parle de temps en temps, c'est l'empire de Yap, et alors là, on sait très bien que les courants commerciaux qui vont vers Yap, donc ce sont des courants qui à la fois servent pour compenser les pertes liées au cyclone et donc permettre aux gens de survivre, mais c'est aussi des courants qui marchent parce que les insulaires des petits îlots et des îles voisines ont peur des chefs de Yap, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont sorciers. Hein, et s'ils sont sorciers, bien, ils ont quelque chose que vous connaissez, hein, ils ont un pouvoir de vie et de mort sur les autres, hein, puisque la mort n'est jamais naturelle dans le monde du Pacifique, c'est toujours une mort qui a été, c'est un boucan, si j'ose dire, c'est donc quelque chose qui a été décidé par un autre, et donc on a peur, hein, et donc ça suffit pour tenir l'ensemble en haleine. Donc voilà, donc il y a ça, et puis plus tard va naître un autre empire, alors là, beaucoup mieux connu depuis quelques années. Donc on avait gardé toutes les traces orales de cet empire à travers effectivement les généalogies. C'est celui des Tuitonga à Tonga. C'est beaucoup plus connu parce que vous le savez, l'archéologie s'est dotée d'un instrument remarquable, le lidar. Et le lidar a permis effectivement, en passant Tongatapu au lidar, en survolant Tongatapu, de découvrir que cette île était une grande partie de l'île était urbanisée. Et on pense qu'effectivement, au XIIIe, XIVe siècle, on avait entre 60 000 et 70 000 habitants sur cette île. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, vous êtes devant un vrai centre. Et ce centre, effectivement, il est hégémonique. Là, vous avez effectivement des expéditions. Hein, quand quelqu'un veut pas, une île ne veut pas payer son tribut, paf, le Tuitonga ou son successeur d'ailleurs envoie une troupe. Hein, et vous savez par exemple que Wallis a été en grande partie colonisé, victimisé, enfin occupé par les habitants, par les Tongiens, et on a encore tous les forts Tongiens à Wallis. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, il y a là des conditions qui se sont développées, hein, avec alors une ville. Quand je dis une ville, il ne faut pas imaginer ça comme une ville médiévale française, hein, ni une ville, encore moins une ville du moderne. C'est des villes comme on trouve en Asie, c'est-à-dire ce sont des villes jardins. Vous avez des bâtiments, hein, en bois généralement. Si vous êtes puissant, vous avez un grand bâtiment, mais surtout il est sur un tertre, et c'est ça que le LIDAR repère. Et puis autour, vous avez des jardins, des jardins qui sont très bien mis en valeur, donc qui permettent de nourrir et d'apporter quasiment tout ce que la population a besoin en termes de tubercules, coco, etc. Donc cette île de Tongatapu et donc ce royaume de Tonga va connaître un certain nombre de vicissitudes, hein, assez bien connues, mais il est assez puissant d'ailleurs pour continuer à vivre, puisque quand les Européens arriveront, il y aura une petite révolution à Tonga, on va changer de branche, si j'ose dire, mais le roi Georges Tipu Ier, il est là. Hein, c'est un protectorat, hein, et ce roi est l'ancêtre des rois actuels de Tonga. Donc on a bien une structure qui s'ancre, si j'ose dire, dans une histoire longue. À Hawaï, les choses vont être très différentes, dans la mesure où là, on a la trace au XIVe, XVe siècle d'une réforme importante menée par un souverain d'Oahu, hein, un grand chef d'Oahu, qui va effectivement mettre fin à la traditionnelle bande de terre appartenant à une famille. Hein. Donc il va y mettre fin, il va mettre en place un système où finalement cette bande de terre existe toujours, mais la famille n'existe plus, elle est complètement éclatée, et elle dépend désormais d'un sous-chef, hein, qui lui dépend du chef. Hein. Et donc chaque année, on collecte les richesses, le tribut de chacune de ces Ayupois. On appelle ça comme ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui à Hawaï. Hein, le terme existe encore, on ne parle pas de district à Honolulu, mais de Aupuawa.
Et donc, on a effectivement ce chef qui va ainsi devenir un véritable grand chef au niveau non seulement moral, mais au niveau politique. Et il va effectivement dominer cette île. Et comme les autres chefs des autres îles, en particulier celle de Maui, où effectivement vous avez là aussi une chefferie qui est relativement importante, je trouve que c'est très bien. Ce système d'Aupua va se répandre dans toutes les îles d'Hawaï. Hein. Et c'est le système qui va perdurer jusqu'en 1848, lors du grand Maele de Kamehameha III. Donc c'est véritablement une révolution. Et ça permet effectivement d'asseoir l'autorité d'un grand chef. Et à partir de ce moment-là, on voit apparaître véritablement des roitelets, c'est-à-dire effectivement des gens qui sont suffisamment puissants pour mener des conquêtes, pour mener des conquêtes qui d'abord s'intéressent à leur île, mais très vite s'intéressent aux îles voisines, avec l'idée qu'il faut effectivement, plus que conquérir, il faut effectivement au moins avoir des droits sur la terre, donc il faut se marier avec une princesse. Et donc effectivement, la polygamie est de règle chez les chefs, et donc on va épouser la fille du chef d'à côté, comme ça on aura des droits sur la terre. Et c'est ainsi que va se mettre en place d'abord une hégémonie autour d'Oahu, puis plus tard, à partir de Umi Aliloa, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, la grande île, Big Island, qui va donner son nom à l'archipel, puisque Big Island, son nom c'est Hawaï. Et donc c'est véritablement à partir de ce moment-là qu'on a une grande île, pas toujours unifiée, avec des chefs qui ne sont pas toujours des hommes. Ça, c'est important aussi à voir, parce que ça, j'en parle dans l'atelier de l'historien, mais il y aurait tout un travail à faire sur les femmes chefs. Et quand je parle de femmes chefs, je parle de femmes qui sont entièrement chefs. C'est-à-dire elles sont à la fois, c'est elles qui gouvernent, c'est elles qui sont à bout, c'est elles qui mènent les hommes à la guerre, c'est elles qui combattent avec des armées quelquefois de femmes. Et donc on est effectivement devant un monde qui se recompose autour d'Oahu, etc. Donc, je parle de tout ça, je parle aussi effectivement de la Suriname, des échanges. Bon, bref, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui mériteraient d'être évoquées, mais je ne vais pas vous abrutir de tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'ai recherché. Donc, c'est un livre qui m'a demandé quand même 5 ans, faut dire, à écrire. Avec, en plus, je ne partais pas de rien, puisque j'avais fait des cours à l'université sur cette période-là, et donc, et qui se termine donc par 2 chapitres sur les contacts. Et là, j'ai voulu, surtout dans le premier des 2, essayer de donner la parole, non pas aux navigateurs, parce que c'est très facile, mais aux gens qui les voyaient arriver. Un peu à l'image de ce que Romain Bertrand a fait avec son petit ouvrage que vous connaissez peut-être, Qui a découvert quoi, c'est-à-dire où effectivement il reprend le voyage de Magellan pour dire Magellan n'a pas fait le tour du monde, surtout qu'il est mort entre-temps, mais Sébastien Delcano ne l'a pas fait. Celui qui a dû le faire, c'est l'esclave de Magellan, puisque Magellan avait combattu à Malacca en 1511 et s'était fait un esclave malais qu'il avait fait baptiser, Enrique, qu'il avait emmené au Portugal et en Espagne, puis il l'avait emmené combattre au Maroc, puis quand il est parti faire son tour du monde, il l'a emmené. Et cet Enrique donc, a fait le tour du monde, et quand il est arrivé aux Philippines, au moment où Magellan meurt, au moment où Enrique joue tout d'un coup le rôle non plus du serviteur de Magellan, mais aussi de l'interprète de l'expédition, puisqu'il parle le malais qui est une lingua franca de la région, eh bien, au moment où il disparaît, et il est probable qu'il a sans peine retourné chez lui à Malacca, sans savoir véritablement qu'il était le premier à faire le tour du monde. Donc, ce personnage, j'en suis inspiré finalement pour essayer de voir comment les indigènes ont pu, enfin, sans terme péjoratif, les gens qui habitaient là, ont pu voir arriver les Européens, des bateaux qui sont souvent en très mauvais état, qui sont des véritables bombes de microbes, des bombes bactériologiques, dans des voyages qui sont quelquefois pas connus. Il est probable que, par exemple, l'Australie était en grande partie, l'Australie du nord de l'Australie jusqu'à la Tasmanie, toute cette côte avec Sydney, a très certainement été découverte et explorée par les Portugais,
hein, très tôt, vers 1520, 1510, 1520, 1530. Et bien sûr, ces Portugais n'ont rien dit parce qu'il y a une espèce de secret sur la navigation. Et je reprends une carte où effectivement, la carte de Nicolas Valla, où effectivement on voit cette côte. Les Australiens s'en servent d'ailleurs dans les manuels scolaires pour montrer que l'Australie a été découverte par d'autres. Hein, mais il y a une île au large. Cette île, ils disent c'est la Nouvelle-Zélande, alors que moi je pense honnêtement que c'est la Nouvelle-Calédonie. Parce que quand on voit la forme de l'île et quand on voit que cette île est entourée complètement de tout petits îlots, bah, on a quelque chose quand même qui ressemble vraiment à la Nouvelle-Calédonie, même si elle est mal située par rapport au tropique du Capricorne. Donc voilà, mais on pense, c'est une supputation, hein, mais c'est effectivement pour vous dire qu'en fait, on est vraiment dans un monde de mondes qui se rencontrent, et deux mondes qui se rencontrent et qui s'ignorent parce qu'ils ne se comprennent pas. L'interprète, par exemple, il faudrait travailler sur l'interprète, parce que l'interprète, c'est quelqu'un qui est rare et qui est souvent très défectueux. Donc l'interprète dit grosso modo ce qu'il comprend, mais surtout dit ce que l'autre veut entendre. Donc il ne traduit pas forcément bien les termes de ce qui a été dit. Hein, et donc il y aurait tout ça à faire. Mais c'est un livre généraliste, en fait, qui est fait pour le grand public. Il n'y a pas de note infrapaginale, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un livre qui doit donner des idées. Et le but de ce livre, si j'ose dire, et je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois quand même que ça fait un bout de temps que je parle, pour vous laisser la parole, c'est d'une part d'offrir aux lecteurs intéressés, curieux, une vision du monde océanien ancienne. C'est une chose qui n'avait jamais été faite en langue française, hein, parce qu'effectivement, la bibliographie est dominée par les anglo-saxons, qui n'ont pas forcément la même idée que nous de l'histoire. Hein. Donc, effectivement, c'est intéressant de faire un peu d'histoire française à la française là-dessus. Et puis, la deuxième idée, c'est que c'est un livre qui peut servir à certains jeunes, étudiants ou professeurs en mal de reconversion, si vous voulez faire passer une thèse ou je ne sais quoi, parce qu'il y a effectivement des points qui mériteraient d'être développés. Des points qui mériteraient d'être développés, ne serait-ce par exemple que le rôle des femmes, ou alors l'histoire tout à fait passionnante et que Tcherkezov avait déjà alors, c'est pas un historien, c'est un anthropologue, donc c'est plutôt l'histoire très récente, et puis c'est valable au Samoa, à Tahiti, etc. L'histoire des transgenres, hein, des sexes dans la Polynésie, mais qu'on retrouve aux Philippines. Hein, et donc là, effectivement, vous avez quelque chose qui est intéressant parce que dans ces sociétés-là, dans ces sociétés océaniennes, il n'y a pas du tout de problème. Hein, quand un homme dit je suis une femme ou quand une femme dit je suis un homme, parce que ça existe dans les deux cas, bah, tout le monde dit oui, ok. Hein. Et un monsieur qui s'habille en femme, qui fait les activités d'une femme, etc., à Tonga ou à Samoa, bah, il peut très bien être marié, avoir des enfants. Voilà, ça ne pose pas de problème à personne. Hein, et ça, c'est intéressant à voir et même c'est valorisant dans ces sociétés. Chez les Bougies, par exemple, au sud de Sulawesi, vous avez des populations où effectivement ces individus sont, enfin il y en a quelques-uns qui sont tellement, ils sont mis au-dessus de la société, ils servent d'intermédiaires entre les hommes et le monde des dieux. Hein. Donc voilà, c'est toute une piste qu'il faudrait faire et puis il y a toute une histoire là, à écrire quand est-ce que c'est apparu, quel est le rôle de ces personnages, en fait, etc., etc. Ont-ils un rôle d'abord, parce qu'ils n'ont pas forcément un rôle, mais ont-ils un rôle, enfin, etc., etc. Donc voilà, hein, donc c'est vraiment. Et puis la dernière chose, c'est que j'aimerais bien que ce livre soit très vite dépassé. Je sais que ça fait rire tout le monde, mais comme j'étais, bon, alors c'est à la botte cette année parce qu'on en a beaucoup parlé, mais comme j'étais étudiant à la Sorbonne et donc dans l'ombre de Marc Bloch, je sais que je suis qu'un petit artisan et j'aimerais bien que ce livre soit dépassé. J'aimerais bien surtout que les insulaires prennent la parole, parce que là, c'est de l'histoire vue par un Français, si j'ose dire. Hein. C'est l'histoire vue par un Français, et il serait bon, mais alors je sais que c'est très compliqué, c'est peut-être pas encore de saison, et je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, que effectivement des Océaniens écrivent un livre de ce type en disant voilà ce qu'on pense nous, voilà, parce qu'effectivement, d'abord ils ont des connaissances qu'on n'a pas forcément, parce que c'est quand même des sociétés du secret.
pour beaucoup. Et puis, effectivement, ils ont une autre vision des choses. Et quand on voit la navigation, par exemple, ne serait-ce que ça, et quand on voit la différence entre la navigation dans le monde océanien qui est quelque chose de totalement naturel. Le livre s'appelle De Maui à Kamehameha Ier. Si on a pris, si j'ai pris ce personnage légendaire, c'est que Maui d'abord est un pêcheur d'îles, donc ça veut dire que la mer préexiste à la terre. Quand il pêche les îles filent, et lui sur un bateau qui ne bouge pas. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, ça montre bien que la perception est totalement inversée. Hein, et donc que la mer, c'est quelque chose qui est bon et tout ce qui vient de la mer est bon, hein, de façon traditionnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux, en arrivant dans le Pacifique, n'ont eu aucune difficulté, ont été relativement bien reçus, sauf que très vite, il y a eu des malentendus qui se sont créés, et très vite, les Occidentaux qui avaient très peur, parce qu'il faut vous mettre à la place d'un marin sur un bateau, hein, qui a jamais vu, par exemple, un marquisien, et qui voit tout d'un coup un marquisien qui fait deux fois sa taille, en hauteur, en largeur, et puis qui a le corps couvert de tatouages. Donc ils sont morts de trouille. Hein. Donc effectivement, ils ont le mousquet facile, si j'ose dire. Hein. Et on le voit très nettement avec Wallis quand il arrive à Tahiti. Hein. Le mousquet est très facile, là, le fusil est très facile. Et donc ça sera intéressant qu'effectivement des Polynésiens, des Océaniens, des Kanaks, des Micronésiens, des Indonésiens, parce que c'est pareil en Indonésie, c'est pas forcément, il y a plus d'histoire, mais c'est surtout des Javanais qui parlent, c'est pas forcément les hommes justement des îles lointaines, écrivent leur propre histoire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pas fait de PowerPoint parce que je me suis dit que ce livre, si vous l'avez entre les mains, est suffisamment illustré. Vous voyez, alors dans les Moai, etc. Des belles photographies, il y en a partout. Alors, le choix des photographies a été fait avec mon éditeur. On a eu quelquefois beaucoup de mal à avoir les photographies qu'on voulait. Il a fallu ruser parce que les photographies avaient des droits qu'on ne voulait pas nous céder. Donc, ça a été un peu difficile, mais finalement, on y est arrivé. Et donc, ce n'est pas forcément ce que j'aurais mis initialement. Hein, mais bon, après tout, c'est sorti, c'est le principal. Je vous remercie et je remercie Isabelle de m'avoir invité. Je remercie Patrice de tout le côté technique. Voilà, donc si Merci. vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dominique. Ça a vraiment été passionnant et je crois qu'on n'a pas vu passer l'heure parce que c'est vrai que vous nous avez parlé pendant 1 heure et vraiment votre ouvrage, donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et commencé à le lire. Il est vraiment passionnant. Hein, je le dis pour les collègues et il y a beaucoup de choses que l'on peut retirer, hein, et utiliser dans les cours. Alors, je vous cède la parole, les collègues en Calédonie, comme à Wallis ou à Futuna, si vous souhaitez poser des questions. Peut-être Patrice, tu avais une première question? Oui. Alors j'ai une question. Si vous deviez réécrire votre précédent ouvrage, celui qui était consacré à l'histoire du Pacifique, aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait de plus? Ce qui changerait le plus, c'est la part faite à l'histoire précoloniale. Parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup travaillé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et que faire commencer, comme on l'a longtemps fait, et comme le font encore, par exemple, Matsuda, dans son histoire du Pacifique, qui est paru aux États-Unis il y a 2, 3 ans, euh, on a l'impression qu'avant Cook, ben, il n'y a rien, quoi. Avant JC, si j'ose dire, pour faire un mauvais jeu de mots, il n'y a rien. James Cook, il n'y a rien. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a toute une histoire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que là où les structures de chefferie, par exemple, sont solides, elles résistent aux Européens. Hein, et donc ça, c'est important. Là, j'ai un ami que vous connaissez, hein, qui s'appelle Gwenel Murphy, qui a enseigné à la fac et puis qui a peut-être participé à vos conférences, qui travaille sur le blackbirding. Eh bien, le blackbirding, c'est un sujet très intéressant, entièrement à revoir, mais il faut quand même partir de la réalité de l'esclavage en Océanie. Il y avait de l'esclavage en Océanie. Seulement, les esclaves, on n'en parle jamais. Donc, effectivement, faire l'histoire de l'esclavage en Calédonie, faute de sources.
Et faute de documentation, il n'y a rien, quoi. On sait qu'à Hawaï, il y avait une caste de gens dont on ne parle jamais, qui étaient des inférieurs, qu'on vendait, etc. On sait que au Salomon, ça on le sait mieux, qu'il y avait des esclaves. Enfin, donc, si vous voulez, il y a tout ça qui est important parce que les Européens n'arrivent pas sur une terre vierge d'histoire. Chaque groupe a son histoire. Et donc, effectivement, il y a une adaptation, finalement, de la présence européenne au terreau qu'ils rencontrent, même si les Océaniens sont très malades, si j'ose dire, à ce moment-là. Et donc, je pense que ce serait ça la première chose. C'est de montrer effectivement que il y a une présence, il y a une profondeur historique que j'ai découvert moi-même en écrivant ce livre. Et effectivement, si je réécrivais l'histoire du Pacifique aujourd'hui, je pense que cette partie-là serait plus développée. Alors, ça fera un livre encore plus gros. Alors, je ne sais pas si mon éditeur, qui me l'a déjà fait réduire à l'époque, euh, accepterait ce changement, quoi. Et dernière question avant de passer la parole aux collègues, c'est qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus mal compris concernant les premiers contacts entre les Océaniens et les Européens? Le plus mal compris pour les enseignants, pour nous, quoi. Oui, C'est effectivement ce que pensaient véritablement les Européens, les Océaniens, pardon, bien parce que sûr. les Océaniens ont eu des réactions qui sont quelquefois extrêmement bizarres. Et ça, on arrive de temps en temps à comprendre pourquoi, mais et puis c'est des choses qui sont extrêmement mal comprises aussi et traduites par les navigateurs. Les navigateurs ont écrit des choses et les navigateurs, ils sont partis avec des idées dans la tête, hein. Ils n'étaient pas partis non plus de rien, eux. Donc, l'idée de trouver le pays d'Ophir, c'est-à-dire le pays de l'or de Salomon, l'idée que, effectivement, dans les îles, il y avait des bons sauvages. C'est pas une idée de Bougainville, contrairement à ce qu'on a écrit, c'est une idée bien antérieure. On retrouve ça chez les Grecs, les îles Fortunées, mais on trouve ça aussi dans la Louisiade, qui est un poème de Camoens, et que le secrétaire de Quiros, par exemple, avait. Donc on sait que Quiros connaissait au moins cet ouvrage par son, il est portugais Quiros en plus, donc c'est un Camões aussi, et connaissait cet ouvrage au moins par son secrétaire, voire directement. Donc il avait tendance, quand il arrivait dans une île, à dire ah c'est merveilleux, c'est des bons sauvages, ils sont gentils, etc., etc. Et quand le bon sauvage en question se sert de clous, se sert, parce qu'effectivement il y a une propriété collective qui n'existe pas du tout en Europe, avec des choses qui les fascinent, bah là, ça va plus du tout. Donc le bon sauvage devient, bah, c'est pas celui-là le bon sauvage. Alors donc on va tirer dessus, quoi. Vous voyez. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi, je sais pas si vous l'avez lu, tout le colloque qu'on avait fait avec le dernier colloque que j'ai fait sur le cannibalisme en Océanie. Ça, c'est un qui est paru aux presses universitaires de Rennes et qui, effectivement, qu'on a fait avec Cohen Murphy, justement, et qui avait pour but de montrer que finalement, chaque personne qui raconte des histoires du cannibale, il se trompe. C'est-à-dire qu'on confond le traitement de la tête, qui est toujours un traitement particulier, avec le fait de manger ce qui est dans la tête. On confond, vous voyez, il y a une confusion pas possible, et puis les Kanaks, sont, par exemple, ne sont pas débiles. Quand il va arriver les Blancs, puis qu'ils voient arriver des gens qui ont peur d'être mangés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font exactement ce que font les parents quand ils disent dans le fond du jardin, il y a un loup. Et le gamin n'y va pas. Et ben là, c'est pareil, dans la vallée d'à côté, où étaient protégées les femmes, etc., il y a des cannibales, il ne faut pas y aller, et les Européens n'y vont pas. Pas pour l'instant. Voilà. Et donc, au bout d'un certain temps, ben, cette histoire ils finissent par y croire aussi. Et donc, effectivement, c'est un sujet indémêlable. Et en fait, moi, ma question, c'est, vous parlez comme quoi, en fait, les hommes pouvaient être des femmes, les femmes étaient des guerrières, on pouvait avoir des transgenres et tout. Mais sur quelles sources, enfin, quelles sont vos sources pour pouvoir dire cela? Voilà, c'est Bah, ça qui les sources m'intéresse. sont assez faciles parce que dans les épopées, alors si je prends Hawaï, parce qu'Hawaï c'est ce qui est le plus connu, les femmes le nom de la personne donne le sexe. C'est comme Pomaré, ouais, Vainé, vous voyez, enfin, etc., à Tahiti. Donc on sait que ce sont des femmes et on les voit. Alors, dans la dernière grande bataille, par exemple, qui oppose Kamehameha au roi d'Oahu, etc., il y a dans les troupes de Kamehameha une femme chef avec son corps expéditionnaire de femme, hein, et qui va arrêter de combattre quand son mari qui combat de l'autre côté va être blessé. Donc ça existe, on le sait, si vous voulez. De façon très étonnante, quand on passe à l'autre côté du Pacifique,
quand on arrive dans le sultanat d'Aceh, Aceh, je ne sais pas si vous voyez où c'est tout à fait au nord de Sumatra, c'est vraiment à la limite de la zone que j'étudie. Hein, Aceh, aujourd'hui, c'est une ville qui est connue pour son intégrisme musulman. C'est une ville que je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été dévastée par le tsunami qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années. Et Aceh, eh bien, il y a 5 sultanes au XVIe siècle. 5 sultanes, il n'y a pas de sultan, c'est elle qui gouverne. Et avant, il y avait eu une femme amirale à Aceh. Alors qu'on a du mal à la cerner parce qu'effectivement, les sources sont peut-être un petit peu trop enjolivées, mais on sait que cette femme aurait battu les Hollandais, les premiers Hollandais. Alors, les premiers Hollandais, ils arrivent sur des bateaux, ils sont pas très bien équipés, si j'ose dire. Hein. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, et cet islam qui s'installe en Indonésie, c'est un islam qui est très différent. Parce que, premièrement, il est arrivé par le bateau. Hein, c'est comme dit Romain Bertrand, c'est le passager clandestin des marchands. Hein, ils viennent avec l'islam, et puis les gens du cru y adhèrent parce que ça donne une garantie morale, ça donne effectivement des règles de droit, enfin, etc. Et puis finalement, les rois font la même chose, deviennent sultans, etc. Mais ça ne fait pas disparaître le rôle traditionnel de la femme. Donc, c'est Et plutôt... pour revenir aux boogies, là, chez les boogies, les transgenres, etc., ils sont tellement bien connus parce qu'en fait, ils forment une caste à part, une langue à part, etc. Et ils jouent un rôle dans toutes les cérémonies officielles. Donc, on sait que ça existe depuis au moins, et on a des témoignages hollandais là-dessus, des témoignages portugais, bien avant. Donc, on a des sources quelquefois. Oui, mais c'est tout à fait surprenant. Hein. C'est le genre de choses qui m'a beaucoup surpris aussi. Mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant. Parce qu'effectivement, nous, on a tout sexualisé, alors qu'en fait, les peuples d'Océanie n'ont pas ce côté-là. Le réré, par exemple, polynésien, c'est un remake de ce genre de choses où effectivement, la personne devient une prostituée, etc. Mais si vous voulez, ça n'existe pas, ça, de façon traditionnelle. Ça s'est revu et occidentalisé. Et selon vous, pourquoi en fait on retrouve cette ouverture d'esprit en Océanie et pas en Europe à la même époque? C'est pas une ouverture d'esprit, c'est un fait. Enfin, ils vivent comme ça. C'est-à-dire, il faut partir du fait que c'est pas, il faut pas. Ouverture d'esprit, ça voudrait dire qu'ils sont plus ouverts que nous, mais c'est pas ça. C'est une autre façon de concevoir les choses. Oui, mais ils n'avaient pas de jugement. Non, là-dessus, pas du tout, non, non. Voilà. En Donc, tant qu'occidental, il y en a depuis. c'est-à-dire qu'en fait, on a un lourd héritage là-dessus. Hein. Oui, bonsoir. J'aurais une question Bonsoir aussi. Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir Dominique, merci pour cet ouvrage et puis merci pour cette conférence très intéressante. Je sais que tu es un grand spécialiste aussi de l'histoire médiévale, puisque tu avais fait des cours à l'université sur cette thématique, et je voulais savoir si tu avais trouvé des outils conceptuels ou des grilles de lecture de l'histoire médiévale européenne qui étaient transposables à l'histoire du Pacifique, ou si véritablement c'est vraiment le milieu qui commande l'analyse historique du Pacifique, Alors, sans qu'on puisse... c'est une question difficile, là, parce qu'effectivement, moi, j'ai l'esprit déformé par l'histoire médiévale. On va dire ça comme ça. Et donc, effectivement, j'ai tendance. Alors, il y a des choses qui sont effectivement beaucoup plus faciles pour un médiéviste que pour d'autres. Par exemple, tu te souviens peut-être de ce concept qu'on appelle la forgerie. C'est-à-dire, effectivement, quand les moines faisaient des faux documents, ou alors on rajoutait à une chronique des pages, ou on enlevait des pages, enfin, etc. Le travail de mémoire, l'oralité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un devient chef, il a tendance à faire surévaluer ses ancêtres. Donc, le compteur va surévaluer les exploits des ancêtres, va surévaluer ses exploits, et puis les autres, pas du tout. Hein. Donc, ils vont disparaître. Et donc, ça, on retrouve ça. Des choses comme ça, on retrouve. Mais de là à conceptualiser complètement, non, parce il faut prendre une autre façon de voir les choses, parce qu'on n'en sort pas. Justement, si on veut faire une histoire où on laisse parler les habitants, les insulaires, il faut essayer de se débarrasser de tout ça, même si de temps en temps, on va puiser dans ce qu'on sait. Pour moi, par exemple, le Lapita, c'est un symbolone. C'est-à-dire, effectivement, comme en Grèce ancienne, on avait un bout de bois qu'on cassait en deux, et puis chacun partait avec son bout de bois, et puis quelques générations après, les descendants remettaient le bout de bois ensemble, ils savaient qu'ils étaient alliés. Le Lapita, c'est un peu ça.
Donc on peut effectivement faire des analogies de ce type, mais on ne peut pas généraliser autrement, hein. C'est parce que c'est très différent. Là, les croyances ne sont pas les mêmes, les structures sociales sont différentes. Et donc, effectivement, c'est très hasardeux, hein, de faire de l'histoire, de se servir que d'histoire médiévale pour expliquer ça. Et d'ailleurs, au départ, j'avais décidé d'appeler ça. Enfin, l'ouvrage ne devait pas être publié chez Belin. L'ouvrage devait couvrir la période 800, 1700, quoi, grosso modo. Et je voulais appeler ça le Moyen-Âge du Pacifique. Et j'avais présenté ça en séminaire. Et j'avais été. On m'avait attaqué là-dessus en disant c'est le Moyen-Âge, c'est une conception occidentale, etc. Et les gens qui m'avaient attaqué avaient raison. Donc j'ai laissé tomber. C'est moi qui étais mal situé par rapport à mon sujet. C'est hasardeux, c'est sur le concept d'État. Est-ce qu'on peut considérer que ce concept il est totalement anachronique ou quand on regarde un petit peu tout le travail qui a été fait par le roi Kamehameha Ier à Hawaï, tout le travail d'unification de son royaume, est-ce qu'on peut considérer que là on est dans une forme d'État ou pas du tout? Alors, m'abriter derrière l'autorité scientifique du pays et de l'archéologie dans le Pacifique, Patrick Kirsch, hein, parce que si vous lisez l'anglais, Patrick Whitton Kirsch, son bouquin sur les routes du vent, là, c'est tout ce qu'il a fait comme fouille sur le Pacifique. Et puis, il a justement cette idée qui est très, très intéressante de dire, ah bah oui, Hawaï, c'est quand même tout à fait étonnant parce que c'est un proto-État. Alors, il ne va pas jusqu'à l'État, il dit c'est un proto-État. Et je pense qu'il n'a pas tort, parce qu'effectivement, d'abord, l'apparition d'un État, quand on réfléchit bien, c'est assez rare. On peut les citer, hein. C'est l'Égypte ancienne, c'est la Mésopotamie, c'est la Mésoamérique, c'est l'Inde, c'est la Chine. Vous voyez, et même un pays comme le Japon, c'est pas un proto-État. Ça y est, c'est de la Chine qui exporte son modèle, hein, à travers la Corée, etc. Donc l'émergence d'État, il n'y en a pas tant que ça. Et donc effectivement, ce qui se passe à Hawaï, grâce justement à cette réforme de la WPOA, fait que les chefs deviennent petit à petit de véritables rois. De véritables rois. Et on peut parler là de proto-État, voire d'État, parce que Kamehameha, justement, c'est la transformation du proto-État en État. Puisque ces guerres, il va les faire avec les Européens. Il a des conseillers européens, il a des canons, il a des. D'ailleurs, les Kamehameha, cette famille, de façon générale, elle gouverne avec l'aide, hein, de pasteurs protestants, d'hommes qui effectivement sont, sont des Européens. Et d'ailleurs, il y aura des Français, hein, de Varigny, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Varigny, qui est un diplomate français qui sert de conseiller à Kamehameha III et Kamehameha IV. C'est formidable parce qu'effectivement, on voit bien comment ces rois d'Hawaï, alors on peut parler de rois à ce moment-là, continuent à s'appuyer sur la connaissance européenne, la connaissance occidentale pour gouverner. Donc je pense qu'on peut parler de proto-État là, à Tongatapu, hein, au royaume Tonga. Ailleurs, c'est difficile. Ailleurs, c'est difficile. Même les sauts de l'heure ne peuvent pas parler véritablement d'État. Ce sont des structures qui sont extrêmement fragiles, qui tiennent autour d'individus. Si l'individu se conduit mal, bah, à chaque fois, sa construction politique risque de disparaître avec lui. Et là, on ne peut pas parler d'État dans ces cas-là. Et puis un État, ça veut dire aussi des fonctionnaires, ça veut dire une armée, enfin, etc. Là, on n'a pas ça, tandis qu'à l'époque de Kamehameha, il hérite de son oncle à Hawaï une chefferie qui est déjà structurée. Il y a une armée, il y a des gens qui vont collecter effectivement les impôts. Enfin, donc il y a un embryon, si j'ose dire. Donc voilà mon idée. Alors il y a des choses très intéressantes dans le Pacifique, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Nicolas Cove sur l'île de Pâques. Nicolas Cove qui a donc écrit un petit bouquin sur l'île de Pâques, ça c'est génial parce que c'est pas gros, ça peut servir de guide touristique sur l'île de Pâques. Hein. Et il a repris, c'est un Belge qui a repris toutes les fouilles archéologiques qui avaient été menées à l'île de Pâques et qui montrent bien finalement que l'île de Pâques va se trouver au centre de perturbations justement
climatique. Le Niño n'arrête pas de la désertifier, etc., etc. Et donc les hommes de l'île de Pâques ont deux solutions. Soit ils se font la guerre, ils s'entretuent, c'est ce qu'on a longtemps pensé, l'histoire des longues et des courtes oreilles. Soit alors ils abandonnent leur divinité traditionnelle qui ne servent plus à grand-chose, puisqu'elle ne les protège plus, et ils essaient d'en trouver une autre. Et ce qui se passe, c'est ça qui va se passer. Et le culte de l'homme-oiseau, finalement, c'est un essai d'une chefferie temporaire, d'1 an exactement, où tous les hommes de l'île de Pâques adhèrent à ce système. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, premièrement, on n'a pas d'armes à l'île de Pâques, quasiment. On n'a pas d'armes. On n'a que des petites flèches d'obsidienne, on n'a pas d'autres armes. Et puis, deuxièmement, les Pascans donc, mettent en place une société qui tourne le dos aux Moaïs. Donc, les Moaïs, on les abat, on rend à bout la carrière des Moaïs. Donc, les premiers navigateurs européens n'ont jamais parlé du Ranouarakou. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ils ne parlent jamais de ces Moaïs qui sont à flanc de colline. Ils ignorent totalement ça. Et donc, effectivement, on est devant une invention, si j'ose dire, une confédération. Et le bilan de l'opération, c'est que, contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas de guerre, et contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas de famine. C'est-à-dire qu'en fait, les squelettes qu'on retrouve sont des squelettes de gens bien nourris. Alors, ils ne sont pas trop nourris, bien évidemment, mais ils sont bien nourris, ils ne souffrent pas de carence, et on a mis sur pied une agriculture qui est savante. C'est-à-dire on sème des cailloux volcaniques noirs dans les champs, de telle manière que ces cailloux récupèrent la rosée et la restituent dans la journée. Oui, on est vraiment devant des choses extrêmement sophistiquées. Et c'est passionnant ce qu'il a fait, Nicolas Caux. Donc j'en parle dans mon livre, bien évidemment, je m'inspire de ses travaux. Mais c'est absolument passionnant. Ça, je vous recommande cet ouvrage si vous ne l'avez pas lu. En plus, c'est pas très gros. C'est vraiment une synthèse de tout ce qu'il a fait comme fouille. Et la déforestation de l'île de Pâques, ce n'est pas lié qu'aux hommes, c'est lié au phénomène climatique. Et on retombe sur votre question de tout à l'heure. Écoutez, merci beaucoup Dominique. Vous nous avez vraiment passionné ce soir et vraiment votre ouvrage fait référence. Donc, vous nous avez dit que vous souhaiteriez assez rapidement qu'il y ait autre chose derrière et qu'il soit dépassé. Oui. Donc, on va voir maintenant si à l'université ils s'en saisissent, etc. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir la suite et peut-être un travail éventuellement avec le Sénat coutumier. Oui, il faudrait surtout arriver à intéresser les Océaniens, quelles que soient les façons. Mais le problème, c'est que là, on a une conception du temps qui est tellement différente qu'il va falloir pas mal de temps avant de marcher dans le même sens, si j'ose dire. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est un ouvrage sur une thématique particulière et voir effectivement ce que les différentes populations d'Océanie sortent sur le même ouvrage, avec un occidental qui fait le point, puis voilà, et chacun voit. Et c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, en Indonésie, où c'est plus facile, parce qu'il y a plus de sources écrites, même tardivement, pour voir comment était ressenti. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, c'est l'histoire à part égale de Romain Bertrand, où il analyse comment les sultans de Démak et de Banten voient arriver les Hollandais. Les Hollandais en piteux état, sales, un petit bateau de rien du tout par rapport à leur bateau, et puis avec des exigences absolument extraordinaires, et des cadeaux nuls, quoi. Ils offrent du velours alors qu'on est dans le pays de la soie. Enfin, vous voyez, et c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Oui. Voilà. L'idée est lancée. L'idée est lancée. Je veux bien y participer d'ailleurs, au moins au début. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Dominique, vraiment pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci également aux collègues qui ont pu se connecter, à Patrice pour tout l'aspect technique, l'enregistrement également de cette conférence qui sera mise en ligne sur le site académique. Et puis donc, vous avez ouvert notre cycle de conférences pour cette année 2026. Donc, merci également pour cela. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et puis, à très bientôt, à votre retour à Nouméa. Oui, je rentre bientôt parce que plaisir. Là, je suis resté en France pour la promotion du livre, mais maintenant, c'est les vacances et ça va se terminer. Donc, je vais revenir bientôt. Voilà. À très bientôt à Nouméa. À bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Bonsoir à tous les collègues.